En 2017, il y avait 27 shows musicaux sur le festival. En 2023, il devrait y en avoir 65. On commence tout de suite avec le thème de l'émission et il s'agira de la musique à Japan Expo. On va parler de la musique à Japan Expo et qui a une place centrale dans le salon et ce depuis le début. Tout à fait. Grosso modo, ouais. En fait, c'est même avant, parce que Pierre-Alain parlait des conventions qu'on faisait avant Japan Expo. Et moi, je me souviens de la première fois qu'on a organisé la convention de l'animation d'Epita. Ouais. Les gens vont la vraiment dire mort. qu'on est vieux. Ils vont se voir là, ça va se voir qu'on est vieux. C'est la mort de l'habitude maintenant. Ah oui, c'est bon. Ok. Mais c'est la mort de idée. C'est ça, c'était Voilà, la veille de l'ouverture de notre convention de l'animation de l'Epita, en 1998, le vendredi soir, on apprend que Hide, le guitariste de X Japan, a été retrouvé mort et on avait toute une programmation visual rock à l'époque, parce que c'était surtout la partie visual rock et dès là on était à fond plongé dans la musique, parce qu'effectivement on s'est fait un week-end un peu spécial hommage à X Japan, etc., qui n'était pas tout à fait anticipé. Et la musique, en fait, quand on regarde un dessin animé, il y a des génériques, il y a des OST, il y a tout ça. Et forcément, on était baigné dans la musique japonaise, quoi. Donc, ça ne pouvait pas ne pas faire partie des choses qu'on allait aborder dans les thématiques du festival. Et aussi bien dans la musique japonaise que les génériques français. Enfin, tout le monde, là, je pense, est capable, si on lance 3 mots, de reprendre la plupart des génériques cultes des dessins animés. Alors, de notre enfance à nous, puis de l'enfance des enfants d'après. Mais on a tous comme ça des choses dans la tête. Et un des trucs géniaux de l'animation, c'est d'avoir provoqué en fait des liens entre le monde de la musique et le monde des dessins animés, puisque les génériques de dessins animés au Japon étaient souvent faits, alors soit par des groupes créés pour faire des génériques de dessins animés, ou par des groupes de musique qui étaient plein dans leur carrière, quoi. C'est clair, et ça a une place centrale déjà dans le monde de l'animé, tu fais bien de le dire, avant même d'être central dans le Japan Expo. Ça va de pair du coup logiquement sur le salon, et ce depuis le début. Alors tu parlais des Pita pour le début, mais même quand Japan Expo est devenu Japan Expo, quasiment dès le début, je crois dès 2002. On avait ce qu'on appelle, dans les premières années, on avait ce qu'on appelait les cover bands. Donc c'était des groupes de Français qui reprenaient les grands succès de X Japan, de Diran Grey, de Lunacy, etc. Et les premiers chanteurs professionnels, on va dire, qu'on a eu, c'est en 2001. Mais c'était des chanteurs français, pour le coup, puisque c'était Enrique, c'était Michel Barouille, c'était Liliane Davis, c'était Jean-Pierre Savelli qui venait nous chanter Goldorak, Edgar de la Cambriole, La Bataille des Planètes. Et voilà, on était déjà sur un premier concert, sur cette petite scène en face de la scène là, où il faisait si chaud, dès 2001. Et puis après, quand on passe au CNIT avec l'amphithéâtre Léonard de Vinci, on se retrouve à pouvoir faire des choses encore plus avancées, puisqu'on a le premier Master Generic Live qu'on fait là-bas. Et puis on enchaîne avec, en 2004, 3, le Master Generic Live, c'était les prémices avec... alors en 2002, on a quand même accueilli, il y avait Marie Dauphin, il y avait Elfie, c'est ça, la chanteuse de Tom Sawyer. Claude Lombard était venu, mais juste pour voir à quoi ça ressemblait, parce qu'elle n'avait pas chanté cette année-là. Là, on voit, il y a Valérie Barouille qui est là, il y avait Olivier Constantin, le chanteur de Cobra. Enfin, c'était assez énorme. Et on a poussé le concept un petit peu plus loin avec IDP, puisqu'on a décliné ça sous forme d'une comédie musicale qui était gérée par la troupe de Enrique. Donc Enrique, qui est le chanteur de la première version de Goldorak,
Goldorak, qu'on entend encore dans les épisodes. Et là, on se retrouvait donc avec toute sa troupe de danseurs, on avait créé les costumes, donc on a du Bioman, du Xor, parce que lui, il avait Goldorak et Actarus avec lui, donc on avait créé les autres, Tom Sawyer, et des tableaux complets comme ça, sur les cités d'or, sur tout ça. Des vrais spectacles, on peut voir même les photos avec les confettis, avec des effets de lumière. Avec... C'est un de mes meilleurs souvenirs, effectivement. Les Manga Fever, c'était juste énorme. Là, de me dire que t'étais il y a 20 ans, par contre, ça fait un drôle d'effet. Ouais, là, par contre, ça fait bizarre. Mais c'était vraiment un spectacle normalement, voilà. Ouais, c'est la première fois que je me suis vraiment senti producteur, parce qu'on produisait Japan Expo, mais là, j'allais à Aix-en-Provence pour aller à Avignon, pardon, à Avignon chez Enrique pour voir les répétitions, pour dire bon, le costume faut le retoucher comme ça. Là, quand Tom Sawyer il danse, faudrait mieux qu'il fasse comme ça serait plus fidèle au dessin animé. C'était un truc de dingue, tu leur donnais vie aux personnages, quoi. Parce qu'il faut voir qu'à l'époque, nous on avait quand même beaucoup moins accès à tout ce qui était version originale. Donc pour nous, les génériques, c'était les génériques français, c'était les chanteurs français. On avait moins connaissance des génériques japonais que ce qu'on avait. Nos héros, c'était les chanteurs français, quoi. Jusqu'en 97, avec le Club de Dorothée, il y avait forcément un générique français. Et on s'est jamais vraiment posé la question de voir les génériques japonais. Après, avec le temps, on a pu voir qu'effectivement, ces petites musiques qu'on entendait tout le temps à la fin de City Hunter, là, avec les accords, c'était Get Wild, et que c'était du Theme Network, etc. Comment ça vous a fait ça? Parce que moi, par exemple, c'est logique dès le départ. Mais de vous dire, il y avait ce générique-là, pour vous, c'était le vrai, l'unique, le seul. Et peut-être des années plus tard, vous vous avez dit, en fait, ça existait en japonais, c'est une autre musique qui n'a rien à voir en plus. Ça fait comment les musiques dans tous les dessins animés, alors au début en plus le thème le générique de début ou de fin sont souvent repris en thème à l'intérieur des dessins animés. On connaissait quand même un peu. Maintenant de nos jours il y a plein de génériques, plein de versions différentes, telle série elle a eu X opening, X ending, etc. Alors qu'à l'époque souvent il n'y avait pas beaucoup et du coup le générique était vachement réutilisé en thème. Et entendre les vraies versions japonaises, moi je sais que on a acheté les premiers CD de Goldorak, de Albator, de tous ces trucs-là. Il y avait un côté authentique, quoi, parce que c'était dur à trouver. Du coup, il y avait un côté combat personnel, découvrir des trucs. Après, il y a des choses, nous, ça nous permet en karaoké au Japon, par exemple, de pouvoir chanter par-dessus la version japonaise. Alors, quand on va au karaoké au Japon, effectivement, traditionnellement, on chante sous le signe des mousquetaires, parce que c'est la même musique en France et au Japon. Du coup, on chante avec des Japonais qui tout d'un coup nous entendent chanter en français. Donc ça fait un peu bizarre. Mais il faut dire que moi, la musique, j'aimais bien. J'avais commencé à acheter des CD de Orange Road pendant que Pierre-Alain achetait Maison et Coucou. Moi, j'ai eu un déclic, c'était quand j'ai rencontré Sandrine, notre troisième associée, parce qu'elle était à fond musique. Elle était City Hunter, elle avait toutes les musiques de City Hunter, etc. Et elle était surtout chanson, alors que moi j'étais surtout BGM au final. Et donc du coup là, au-delà de... Parce que le X-Japan, le Visual Rock, etc., c'était effectivement très présent à la fin des années 90, mais on voyait aussi toute la pop qu'il y avait derrière toutes les séries qu'on connaissait, parce que dans Orange Road, il y a une palanquée de musique, il y a des box CD spéciales Orange Road, parce que la musique d'Orange Road est vraiment très spécifique, et en fait, on découvrait qu'il y avait toute une industrie de la musique d'animé, l'anisong, comme on l'appelle maintenant. À l'époque, on n'avait aucune idée de ce que c'était, quoi. Et puis, il y avait certains génériques qui étaient des tie-in, c'est comme ça qu'on dit, avec des groupes de musique, et du coup ça envoyait du bois et ça faisait un petit contraste avec ce qu'on avait l'habitude d'entendre nous dans les versions françaises. Moi j'ai des souvenirs très très émus parce que je suis plutôt rocker à la base, d'avoir découvert grâce à Japan Expo X, le film. Le clip ou le film le clip. Le premier clip. Le premier clip, où là ça tabassait sévère et d'un coup ça me faisait entrer dans un nouvel univers de musique. Ok. Tu t'en charges, alors on va y aller. X, je m'en charge. L'historique un peu des invités musicaux à Japan Expo, il y a eu évidemment de nombreux invités, dont des invités japonais. On va peut-être en faire quelques-uns. Le premier, on en a déjà parlé, mais Mana, qui était dans le groupe Moi 10 mois à l'époque. Ça a été la première, vedette, le premier invité musical japonais qu'on a eu, et notre rencontre avec l'industrie de la musique a été très sympathique. Et l'impact que ça pouvait avoir au Japon. Voilà.
Mais après, on a eu la chance dès 2006, parce qu'en 2005, donc premier invité Mana, 2004, pardon, Mana, 2005, pause. Il faut savoir, hein, on n'a pas eu. Et en 2006, dans le cadre d'un défilé de mode, avec nos amis de... Oh, comment ça s'appelait déjà? Tokyo Girls Collection. Ouais. Au milieu du défilé de mode, ils avaient l'habitude au Japon d'avoir des chanteurs qui venaient. Et là, ils nous ont fait venir Anna Tsuchiya. On était en pleine folie nana, animée, etc. C'était de la folie furieuse. Et là, on a été un peu pris de court quand même, parce que quand elle est montée sur scène, d'un coup, ça a changé carrément et le volume et l'attention du public, etc. C'était assez génial. Anna Tsuchiya, et on a enchaîné après, tous les ans, on avait un peu plus d'artistes, de plaisir. On parlait de Yoshiki, parce que certains disaient Yoshiki, c'est comme les vaches au salon de l'agriculture, s'il vient pas à Japan Expo, évitez d'essayer de le palper. Hein. Mais je vous assure que la première fois qu'on l'a eu, et puis même chaque année, quand on a le plaisir de l'avoir, parce qu'il n'est pas venu tous les ans quand même, hein, c'est vraiment un grand monsieur, c'est quelqu'un qui a énormément compté pour l'industrie de la musique au Japon, mais pour l'industrie de la musique japonaise partout dans le monde aussi, parce que voilà, c'est... je pense que c'est pour ça aussi qu'il est autant à Japan Expo. Je pense qu'il a une ouverture d'esprit culturelle sur le fait de... Ouais, et puis ça fait très longtemps qu'il se bat pour essayer de faire sortir notamment le rock, lui, japonais, en dehors du Japon. Il a toujours été très frustré que il y a des grands groupes partout et que finalement au Japon il y a plein de grands groupes japonais qui n'ont pas la reconnaissance qu'ils méritent, et il s'est vraiment bougé pour faire ça. Et c'est vrai qu'en venant sur le festival, il a aussi peut-être, comme tu dis, eu un feedback des fans qui était à la hauteur de ce qu'ils pouvaient espérer. Comme disait c'est Gene Simon, le bassiste de Kiss, le grand groupe. Il disait que voilà, si X Japan avait été américain, ils auraient été le plus grand groupe de tous les temps, quoi. Et c'est vrai que... Ah oui, c'est sûr que... Et je pense qu'il y a quelque part, il y a ça aussi chez Yoshiki qui fait qu'il a... C'est ça, quand tu prends la formation d'origine, c'est vrai que c'était une rencontre de gens sacrément doués, quoi. Okay. Voilà. Et alors, du coup, en 2007, on a aussi le plaisir d'avoir Alkali, qui est un groupe qui faisait le générique de Eureka 7, qui est assez, on va dire, passé inaperçu, mais qui était pour nous le début d'une collaboration avec Naoki de chez Epic Records, et qui nous a amené plein d'énormes souvenirs après, puisque en 2008, on a quand même eu Scandal. Alors Scandal, c'est juste énorme, mais il faut savoir qu'en 2008, ils n'avaient même pas sorti l'album. Oui, ils ont fait leur concert de début chez nous. Le premier concert officiel qu'ils font, c'est à Japan Expo. Au Live House, parce que ça s'appelait pas encore Karasu à l'époque, et que Scandal... C'était vraiment des étudiants. Elles étaient en costume d'étudiantes, etc. Et elles ont fait leur premier EP au Japon avec des photos de leur concert à Japan Expo, quoi. Donc, c'était juste un truc de fou, et à l'époque, on n'en revenait pas, quoi. Et ça a été le début d'une relation avec l'industrie musicale, parce qu'au début on faisait des contacts avec des artistes, et puis là tout d'un coup ça devenait vraiment les managers, les labels et tout ça, et c'était plus du tout la même histoire. Et Scandal, on a eu le plaisir qu'elles viennent nous faire un petit coucou pour les 20 ans de Japan Expo. On avait fait une soirée au Japon pour remercier un peu tout le monde, et elles nous ont fait la surprise de venir faire un petit coucou à l'ambassade de France au Japon où avait lieu la cérémonie. Et alors tout le monde était là, oh il y a Scandal, etc. Et juste après il y a un gars qui arrivait un peu en retard, c'était Yoshiki, qui fait bon salut tout le monde. Et alors là, on avait tout le monde dans la salle, un gros blanc, et Scandal qui était là. Vous pouvez me présenter, s'il vous plaît. Alors qu'elles remplissent le Tokyo-Dome presque autant qu'il y a force maintenant. Donc, c'était juste génial. Voilà. En 2009, on a eu le plaisir d'avoir Ekebi 48, et comme je l'ai raconté plusieurs fois, avec notre cher public qui nous disait oh, Ekebi, c'est quoi ce truc-là, faites venir les Morning Musume, ça sera mieux. Aujourd'hui, on les a aussi. Voilà, donc un bon conseil, c'est que malgré tout, regardez bien les artistes, même si vous les connaissez pas cette année, c'est peut-être les Scandales, les Yoshiki de demain, parce qu'on en a vu passer un paquet. AKB 48. AKB 48, je sais pas ce qu'il y a après, mais les Golden Bombers, pour moi, c'est un grand souvenir aussi. Man with a Mission avant qu'ils explosent. Enfin, on a vu passer beaucoup de gens.
Puffy et Miyumi, quand elles sont venues, elles étaient déjà auréolées de beaucoup de succès pour le coup, mais on a aussi pas mal de petits jeunes qu'on a envie de faire connaître au public européen, français, et à ce niveau-là, ne sous-estimez pas, parce que souvent on voit c'est qui ceux-là, c'est pas très intéressant, et en fait c'est que des groupes de qualité qui viennent à Japan Expo, et franchement il y a souvent les grands de demain, quoi. C'est ça. Et il y a beaucoup de choses qui se passent sur le festival. On a demandé à l'équipe programmation de nous sortir quelques chiffres pour essayer de se rendre compte. On aime bien faire ça avec vous. Et en 2017, il y avait 27 shows musicaux sur le festival. En 2023, il devrait y en avoir 65. Donc en fait, c'est énorme dans la programmation du festival. Doublé, hein, donc, Il faut vraiment s'en rendre compte. Et ça fait énormément de groupes aussi qui se bougent et qui viennent à la rencontre des fans et qui font le déplacement, parfois dans des groupes qui sont énormes, parce qu'il y a quelques artistes et il y a plein d'accompagnants. C'est des vrais efforts qui sont faits et comme dit Jean-François, il faut avoir la curiosité d'aller voir des groupes, même si on ne les connaît pas tous, parce qu'il y a des perles parmi tous ces groupes et effectivement des futurs grandes stars, mais pas que, juste aussi peut-être un groupe que vous allez découvrir, que vous allez spécialement aimer. On prend et qui seront jamais des groupes top vente. Si on prend par exemple I Lou Grace. Voilà, merci. Le nom vient de glisser, mais I Lou Grace, qui est pour nous un groupe ami. C'est des gens qu'on adore. La voix de la chanteuse est juste incroyable. Ou même là, je vois Roa. C'est vrai que Roa, on a... Et ce seront jamais des disques platine, quoi. Mais ça n'empêche pas d'avoir des moments de musique et des rencontres artistiques comme ça avec des artistes. Et sur scène, ils donnent tous à fond. C'est un truc qu'on a toujours vu chez tous les Japonais. C'est un truc qu'on trouve incroyable. Mais la scène live au Japon, elle déboîte. Et ils se donnent à fond. Donc il faut aller voir. C'est clair, c'est clair. Tu voulais un peu de name dropping, mais on a cité donc Japan, Akira Yamaoka, le compositeur de Silent Hill, parce qu'on a fait aussi dans la musique de jeux vidéo. On avait eu avant lui Monsieur Iwadare, Noriyuki Iwadare, compositeur des musiques de Grandia notamment. On a eu Flo quand même qui est venu, qui a fait un concert en soirée. On a eu Kari Permi-Pamu. Oui. Nicolite Orchestra, alors ça c'est des Français. Mika Kobayashi qu'on a le plaisir de réaccueillir. L'année dernière, Blank Pepper qui est quand même juste composé de Kodakumi, parce qu'on n'a pas eu le droit de le dire toute l'année dernière, mais Kodakumi c'est quand même juste énorme. Donc voilà, après effectivement, si on devait donner une place à tous les artistes japonais un peu connus, etc., c'est toute l'année qu'il faut qu'on fasse. Et Miwa aussi, mais voilà, c'est vraiment on vous dit quelques noms, il y en a plein, vous pouvez aller sur le site, vous avez toute l'histoire de tout Japan Expo avec tous les groupes de musique. La liste est très À titre longue. personnel, on aimait bien aussi Sekimatsu ou Saiko le Semu, c'est des souvenirs assez mémorables de groupes. Sekimatsu, le chanteur, il fait une chanson sur les mains, il fait le poirier, il chante, tout va bien. Pierre-Alain, tu t'es présenté en début d'émission en tant que directeur de collection chez Nobinobi, mais en parallèle, tu l'as expliqué, avant ou en parallèle, tu vas travailler un petit peu avec Japan Expo. Plusieurs vies, ouais. Donc je disais, effectivement, il y a eu une période où Japan Expo, c'était ça, fallait être un peu couteau suisse, hein, donc j'étais à la fois responsable infographique du jour, géographique, et puis voilà, en mois de juillet, je me transformais en responsable de salle. Donc moi, c'était plutôt l'époque où on a vu le slide là, effectivement, quand ça s'appelait Live House. Donc j'étais Tu les avais fait, Scandale? Et Scandale, ouais, c'était mon premier live house j'ai vraiment des super souvenirs parce qu'en fait on découvrait un métier en fait parce que on parlait du premier concert de Anatsushia qui était fait, si je dis pas de bêtises, dans le grand hall. Donc le son il était un peu dégueulasse quand même, faut dire ce qui est. Donc on peut imaginer qu'il y avait la scène Ichigo à côté de la scène le défilé et que du coup voilà, donc c'est comme s'il y avait un concert en kitsune, donc et c'était un enfer, les ingé sons, voilà, ils se prenaient la tête, etc. Et c'est vrai que ça a été je sais pas s'il y a d'autres choses comme ça où il y a des concerts comme ça qui se font, mais non, en fait d'apprendre à structurer. Et après on est arrivé, effectivement qu'on a bougé plus à l'extérieur. C'était quoi, le Hall 7 ou le... Alors vous avez fini dans le 5B, mais le Live House ça connaît une vie dans le couloir entre le 5A et le 6 aussi. C'est là où on a eu Scandale notamment.
Ouais, c'est celui-là. Ça, c'était le premier, Ouais. mais c'était un premier. Et en fait, donc moi, je m'occupais de tout ce qui était pas technique. Accueil des invités. Accueil des invités, gestion de la foule, gestion de pendant le concert, les entrées, les sorties. Mais voilà, j'étais quand même en contact avec les artistes et puis surtout avec tous les techniciens, les ingé son, qui étaient vraiment formidables parce que on se rend pas compte. Mais alors moi, je fais beaucoup de festivals à titre perso, festival rock, etc. Où c'est de ce niveau-là, quoi. On a appris à faire ce genre de truc où on est dans un festival qui est pas dédié à ça à la base, mais à l'intérieur d'un festival plutôt animé manga, on a un festival rock ou un festival de musique en fait, et qui est avec la logistique d'un vrai festival. Ouais, c'est assez impressionnant et surtout avec des artistes qui sont tous à 100% étrangers, qui doivent amener leur matos, qui doivent Ils amènent leur propre guitare, mais après, effectivement, on galère pour trouver les bons claviers, parce qu'ils veulent des claviers spécifiques, les bonnes batteries, machin. Ouais, des choses qui sont courantes au Japon, c'est pas forcément concurrentes chez nous. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, beaucoup d'émotions parce que c'est vrai que franchement, je pense que c'est minimiser le côté d'avoir ça au sein de Japan Expo. Je pense que c'est vraiment des trucs. C'est un peu énorme. notre Hellfest à nous, quoi. qu'on fait. Ouais, c'est ça. Mais il y aurait de quoi faire un salon à part. Voilà. Bon, je sais pas, mais c'est vrai que c'est. Non, en vrai, c'est une bonne question. Est-ce que c'est quelque chose, Bah, c'est en ça qu'on avait commencé à faire Anisong Festa. C'est-à-dire que Anisong Festa, le but du jeu, c'était d'avoir 3 ou 4 artistes en soirée pour pouvoir toucher sur des artistes qui sont pas forcément en promotion, donc que vous faites venir pour un concert, qui vont être là à toucher un cachet, qui vont, on va retrouver nos billets en vendant des billets spécifiques et en faisant Anisong Festa. C'était un peu ça l'idée, parce que d'ailleurs j'ai vu passer des messages sur Sacra Music Festa, comme il y a effectivement à Singapour. En allant à Singapour, effectivement, on a pu voir que ce genre de concept avec plusieurs artistes qui s'enchaînent, etc., ça marchait du feu de Dieu à Singapour, donc pourquoi ça marcherait pas en France? Et c'est en ça qu'on avait lancé Anisong Festa, qui malheureusement a pris un énorme coup dans l'aile à cause de la Covid. Hein. Et pour l'instant, les Japonais sont pas encore, notamment les artistes musicaux, sont pas encore revenus à leur état d'esprit d'avant pour qu'on puisse relancer ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'en 2023, il n'y en aura pas non plus. Mais c'est quand même bien dans les tablettes. Hein. Ah ouais, mais l'objectif, c'est que ça revienne. C'est que ça revienne, voilà. Okay. Après, peut-être qu'on fera un Anisong Festa, qu'on fera un Visual Rock Festa, qu'on fera un... Et voilà. Ça, c'est toujours au sein de Japan Expo. C'était au sein de Japan Expo. Faire quelque chose de complètement décorrélé, c'est effectivement intéressant. C'est un autre travail. Des petites choses. On a fait des petites choses. On avait fait un mini soirée sur une péniche en sortie de Japan Expo Sud en 2018. 17, je sais plus, mais c'était sympa, etc. Mais c'est vraiment tout un autre boulot et après le truc c'est que, ou même on l'avait fait quand on travaillait avec Soundlicious, on avait fait Buono, on avait fait des choses comme ça dans des salles de concert à part. On a même fait une tournée avec Mook, non, c'était avant. Non, j'ai perdu le nom. Uplift Spice. Voilà, Uplift Spice. Bon, c'est vraiment d'autres logistiques aussi, tout d'un coup de faire des tournées, mais. Uplift Spice, ça reste un de mes meilleurs souvenirs d'auditeurs, parce que vraiment, c'était à Chibi, hein, c'était pas. Parce que vraiment, là, à Chibi, c'était en sous-sol, ça faisait vraiment live house, petite salle. Ah ouais, on était dans une toute petite salle. Ouais, c'était vraiment l'ambiance, elle était démentielle et c'était fou parce qu'on recréait dans un salon manga une ambiance de live house japonais, quoi. On a eu Jump Project à Chibi Japan Expo aussi. C'était un grand moment, ça. C'était. Ça a beaucoup chanté. Ah ouais, c'était top. Sûr, mais. Et voilà, mais le Live House, t'as vu Scandale, t'avais fait Pata aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, à titre perso aussi, un des plus grands souvenirs, c'est de Rain, le groupe de Pata, donc l'autre guitariste de X-Japan. Et maintenant, on se rend plus compte, en fait. C'est ça qui est fou, parce que c'était donc 2008, je crois, hein, c'est ça. Ouais, donc, il est venu 2 fois. De 2008, il y a 15 ans, mais avoir un gars comme Pata, il y avait effectivement Yoshiki qui était passé, enfin, là, mais là, il jouait vraiment. Ah ouais. Donc voilà, j'ai vu sa guitare, et c'est là, ça laisse Paul et tout. Et c'est vrai que là-bas, c'est des gigantesques stars. Et c'est fou parce qu'ils ont tous ces artistes-là qui ont été accueillis, ils ont
ce côté vraiment très professionnel, parce que ce qu'ils font là à Japan Expo, ils le font jamais en fait, parce que c'est ni un festival de rock, c'est ni un live house, c'est quelque chose entre les deux, et pourtant ils arrivent, ils font assez peu de répètes finalement, et hop, ils arrivent sur scène, et c'est pas forcément leur matos et tout, et ils assurent à chaque fois, et c'est vraiment... super Pata qui nous a par contre laissé la règle Pata, qui dit que pas d'alcool dans les... dans les backstage, parce que quand ils sont montés Avant une sur scène, certaine heure. quand ils sont montés sur scène, ils étaient C'était Mais ils rock'n'roll. étaient bien résistants quand même. Mais, ouais, mais il a quand même pété une enceinte en cassant sa guitare dessus et tout ça. Enfin, c'était pas Pata, c'était son acolyte. je sais Ouais, plus. oui, qui était. Ouais, Mais voilà, alors, on a appris à ce moment-là plein de choses. On a aussi appris qu'il fallait des bouchons d'oreille pour les. Ouais. Là, le son, pareil, hein, c'était la première année, le son, c'était pas encore ça. Hein, Et le problème qu'on a avec le son dans la musique japonaise, dans les concerts, c'est qu'au Japon, faut tout pousser à fond. Ils sont incapables de. tout le temps. Ils se battent tout le temps pour que ce soit à fond, sauf que c'est horrible et ça tue les oreilles. Ouais. Voilà, moi je me suis fait engueuler par mon père parce que j'avais rendu sourd mon frère, toi. Donc... il m'a dit non, plus jamais. Je fais mais lui il veut retourner. Non, plus jamais. C'est là aussi que c'était, il y a un vrai travail de, là encore deux cultures quoi, entre les techniciens qu'on avait, les ingé sons qu'on avait et puis l'orge d'ingé son et avec la réglementation qu'on a aussi en France sur les volumes sonores, etc. Donc tout ça c'est des choses qu'on ne sent pas forcément. On avait le matos, on avait les ingénieurs qui faisaient des concerts, mais comme on faisait ça dans le festival, ils n'ont pas pensé à nous donner les bonnes pratiques qu'ils ont sur les festivals de musique, etc. Maintenant, tout ça a été mis en place, mais c'est vrai qu'à l'époque, on découvrait plein de choses. Allez, on va parler un petit Les peu crash barrières aussi, on a découvert. De quoi? Les crash barrières. Ah oui, Au début, on faisait la scène et on mettait des barrières de base. Et puis tout d'un coup, on a mis des barrières qui bougeaient plus. On apprend en 2 heures. C'est ça. Les barrières sur les festivals, c'est pas les mêmes barrières que les barrières de police. Ah bon? Ah bon? Allez, on continue avec les scènes musicales à Japan Expo. On a parlé du Live House qui a été créé en 2008, dont tu t'es occupé pendant 2 ans, c'est ça? 4 ans, 4 ans, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. 4 ans. En 80. Et ça devient Karasu ensuite. En 2014, ouais, quand on renomme toutes les scènes, en fait, puisqu'on avait la scène principale, la scène Japan Expo, la scène jeux vidéo, la scène conférence, la scène culturelle. C'était un peu compliqué parce que des fois, quand on voulait faire une conférence de jeux vidéo, est-ce qu'on la mettait sur la conférence ou sur les jeux vidéo, mais finalement, ça finissait en scène principale. Voilà, donc en 2014, on a fait un renaming de tout là, et le Live House est devenu la scène Karasu, qui n'est plus là depuis, on l'a vu en 2019 la dernière fois au final, qui avait la particularité effectivement d'être dans un hall à part pour permettre de faire des concerts vraiment dans les meilleures conditions. Mais il n'y a pas que la scène Karasu, parce que de la musique, il y en a un peu partout. Au final, à Japan Expo, on en trouve beaucoup sur Ichigo aussi, puisque on peut pas en parler tout de suite, mais il y a un invité d'honneur qui va être annoncé et qui fera une prestation sur la scène Ichigo cette année. L'année dernière, on a eu Blank Pepper qui était sur Ichigo aussi. Voilà. Et parfois des trucs avec des invités en plus grande quantité, des artistes en plus grande quantité. C'est la scène Ichigo, quand on a un groupe comme Banzai Japan où elles sont 15 ou des choses comme ça, c'est quand même vachement bien d'avoir ces grandes scènes-là. Et aussi toutes les comédies musicales et autres. Et en 2019, on a aussi mis en place Tsubame, qui était une scène qui avait une vocation à la découverte de la musique, parce que on avait un problème avec Karasu. C'est vrai que c'était bien parce qu'elle était à part, mais du coup c'était plus difficile de faire découvrir la musique aux gens. Ok. Le problème qu'on avait avec Karasu, c'est que c'était bien de la mettre dans une salle fermée pour la qualité du son, mais du coup les gens ne passaient pas voir ce qu'il y avait parce que c'était trop à l'écart. Et donc du coup venaient en Karasu que les gens qui connaissaient déjà. Et les artistes, quand ils viennent, ils sont contents de retrouver leurs fans, mais ils viennent aussi pour se faire connaître d'un nouveau public. Et donc du coup la scène Tsubame, elle est vraiment venue de la demande de tous ces artistes qui nous disaient ça serait vraiment bien que si je pouvais passer sur une scène où les gens
passe devant et découvre ma musique, etc. Et vraiment, Tsubame, c'était ça l'idée, c'était de remettre plus de musique à Japan Expo et de refaire découvrir la musique japonaise à Japan Expo. Pas uniquement, parce qu'effectivement, tout à l'heure, on voyait Calafina, quand on a fait le concert de Calafina en Karasu, il n'y avait pas de problème, hein, le truc, il était blindé. Tout le monde connaissait, c'était super. Mais il y a d'autres artistes plus débutants, on va dire, ou moins connus, qui n'ont pas bénéficié du coup de l'exposition Japan Expo autant qu'ils auraient pu, parce que dans Karasu, il n'y a pas ce passage-là, il n'y a pas ce phénomène de découverte, quoi. Donc c'était vraiment ça l'idée de Tsubame, et quand on voit les chiffres, Tsubame, ça cartonne, quoi. Ah oui, vraiment bien. De toute façon, les taux de fréquentation des scènes, et c'est aussi ce qui nous a conduit à déployer Tsubame de manière plus importante. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement, hein. Ça s'est vu avec plusieurs autres scènes. Si on pense à l'évolution de la scène Washoku, de la scène Sakura. Et sur Tsubame, les chiffres étaient sans appel, puisque en 2019, on avait les deux en concomitance, et c'était du simple au double. C'est ça. La fréquentation d'un concert, du simple au double. Donc d'un coup, on se dit, bon, ben, par rapport à tous ces groupes qui viennent pour trouver des nouveaux fans, pour créer des nouvelles relations avec le public en France, bah, c'est beaucoup plus efficace. Ça veut dire qu'on sort du cadre des gens qui connaissent, et on arrive à avoir ceux qui connaissent, bien sûr, mais aussi tous les autres. Il y a la scène Sakura également, où il y a de la musique. Alors, musique plus traditionnelle, effectivement, même si l'année dernière, on a eu des groupes qui faisaient un peu la fusion entre le traditionnel et le pop, voire le rock, voire le métal. Et du coup, ouais, sur Sakura, on tenait à le préciser, c'est souvent on parle de la musique, le rock, les idoles, etc. Mais la musique traditionnelle japonaise est très fortement présente, et ça donne parfois des collaborations assez sympathiques d'ailleurs. C'est clair. Donc la scène Sakura aussi qui n'est pas à délaisser. C'est un autre type de musique, mais c'est tout aussi intéressant, et c'est des cultures qu'on connaît pas forcément. Si on veut comprendre certains de nos dessins animés, il faut aller sur la scène Sakura pour découvrir d'où viennent ces sons très particuliers, puisque on retrouve des instruments comme le shamisen, le koto, les taiko. Bon, ces taiko c'est un peu plus connu, mais c'est des instruments que vous ne pourrez voir en live, en gros presque que sur le festival, ou du moins avec des artistes qui tournent habituellement au Japon et qui viennent en France juste pour le temps du festival. On peut parler de la scène Yuzu également. On peut retrouver un petit peu de musique également. Bah, surtout cette année, on va avoir quelques actes musicaux en yuzu, parce que on voyait 65 cette année contre 27 en 2017, c'est ça, et donc du coup, on a de plus en plus besoin de présenter des choses sur yuzu. Alors dans le passé, effectivement, Umikun est venu nous faire quelques prestations musicales. On avait, alors c'est de la musique, mais c'est de la comédie musicale avec Yowamushi Pedal qui était venue. On a eu aussi, j'ai oublié son nom, disons, la chanteuse d'Evangelion qui est venue quand même pour l'événement. Voilà, toi aussi tu as un trou de mémoire, hein. Très très bien. Dans le chat, non Dans le chat, allez, quelqu'un. Qui était venue. Nous laissez pas seuls. Yoko Takahashi, merci Humiloid. Voilà, Yoko Takahashi qui est venu. On a, on a de la musique un peu partout au final, et c'est pour ça aussi qu'on voulait parler musique ce soir, pour montrer que la musique est présente sous tous ses aspects. La musique japonaise, on peut aimer que la partie anisong, on peut aimer de la musique plus traditionnelle, on peut aimer la pop, on peut aimer l'idol. On retrouve tout ça à Japan Expo au final. Effectivement, des événements musicaux, on en a parlé un petit peu brièvement. Japan Expo Rocks. Oui. Alors, on avait effectivement de plus en plus de demandes, et du coup, que ce soit Japan Expo Rocks ou que ce soit Tokyo Candle, c'était des événements qu'on crée en partenariat avec des entreprises japonaises. Je dis c'était parce que malheureusement, pour l'instant, la Covid a mis fin à cette belle aventure, mais on espère que avec le temps, ils vont pouvoir se refaire une santé, et qu'on va pouvoir retravailler avec eux. C'est ça. Mais voilà, Japan Expo Rock, c'était pour les groupes du rock, et Tokyo Candle, c'était pour les idoles, comme on l'a dit par le passé. Parfois, Tokyo Candle, ça accueillait jusqu'à 80 groupes en compétition. C'est là où il faut se rendre compte en fait de ce que ça veut dire au Japon, c'est qu'il y a des groupes qui s'affrontaient pour avoir le droit de venir
faire une performance à Japan Expo. Donc, comme dit Jean-François, jusqu'à 80 groupes dans les idoles. Et c'était un moyen pour nous de sélectionner parce que l'offre était un peu trop pléthorique. Et ça démontre aussi la volonté des Japonais à vouloir venir sur le festival pour partager et se faire connaître, quoi. On a également parlé un petit peu plus tôt de ce que vous faisiez sur l'admission de Festa, qui reviendra, on espère, on croise les doigts, hein, pour les saisons prochaines, mais également la J-Music Festival, volume 1 en 2017. Oui, alors on parlait du Voilà concert des sur la péniche. tentative Voilà. qu'on avait de faire des choses en dehors des murs de Japan Expo. Pour revenir un petit peu sur les souvenirs de musical à Japan Expo, Pierre, Ouais. tu as aussi commencé un petit peu à parler un petit peu de tes souvenirs préférés, tes meilleurs souvenirs. Dans le chat, n'hésitez pas également à répondre. Quels sont vos meilleurs souvenirs musicaux à Japan Expo? Si vous devez bien choisir, allez, un ou deux. Allez, Max, je sais qu'il y en a eu beaucoup, donc je vous laisse deux choix. Ouais. Plus sympa. Non, c'est vrai que moi, ma première année au Live House entre Scandal et Reign, c'était quand même assez. J'ai un bon souvenir de Acid Flavor, c'est ça? Ouais, Acid Flavor, C'était sympa, ouais, il y a un c'était petit gars vraiment qu'on bien. ne savait pas qui c'était. Ouais. et- Oui, il y avait. Et puis après, moi, je vous ai dit, mon coup de cœur, mais c'est parce que aussi, je suis fan à la base, Please Spice, c'était vraiment. C'était extraordinaire, c'était vraiment un super moment. Très très rock, c'était cool. Et vous, messieurs? Alors en 23 ans, deux seulement, ça fait pas beaucoup. C'est sûr, c'est sûr. On va tous- C'est-à-dire qu'il y a plusieurs trucs. C'est-à-dire, par exemple, toi, avoir Toshi et Yoshiki sur scène qui chantent, c'était fou. C'était un rêve de jeunesse. Bon, d'un autre côté, quand Man with the Mission, ils reprennent Smell Like Teen Spirits, c'est un peu comme un fou. C'était une mauvaise histoire. Voilà. ça. Quand t'as Urasawa qui chante avec Hemingway les chansons de 20th Century Boys, c'est encore une autre claque. Kari qui vient, Kari Pamiu qui vient, qui chante, il y a tellement de variétés dans tout ce qu'on a pu faire que c'est extrêmement difficile de choisir un parce que Claude Lombard, on a attendu 20 ans pour l'avoir. Malheureusement, elle nous a quittés juste après. Enrique, la première fois qu'il chante sur scène, t'es comme un fou, t'entends Goldorak. Voilà, je veux dire, on parlait des Il y a Masters eu Generic beaucoup de Live. premières fois, en fait. Voilà, c'est extrêmement compliqué de choisir. Moi, j'ai Dans le chat, ce qui est fou, c'est que tout le monde répond à la question et je vois beaucoup de réponses très diversifiées, quoi. on n'a même pas cité, mais Vamps, quand même, merde. Ah mais oui, Vamps, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est aussi la marque de la variété de ce qui est présenté sur le festival. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que je comprends que c'est difficile, hein, d'en choisir un ou deux bons souvenirs. On a eu tellement. J'avoue, et puis en plus, moi, là, les dernières années, j'étais plutôt sur mon stand. Donc il a moins Donc profité de la j'ai pas vie, profité. Mais du coup, je découvre que j'ai raté plein de choses en fait. C'est juste ça quoi. Mais, Kage-chan est venu, oui, effectivement. Bakon, c'était juste génial. Ouais. donc, on pourrait faire un salon aussi pour les C'est ça. exposants pour qu'on puisse voir. Et puis, non, mais. S'il n'y avait pas autant de droits à gérer, etc., qu'est-ce qu'on aimerait faire des DVD, ne serait-ce que pour nous, pour avoir des souvenirs en disant. J'ai trouvé, moi. Un jour, il y a Yoshiki qui est venu, qui jouait du piano. Ouais. Et en fait, avant que les gens rentrent dans la salle, il s'échauffe, quoi. Et il a joué du Rachmaninoff au piano. Ah oui. Et moi, je passais par là. Et d'un coup, j'ai entendu, chez nous, Yoshiki, avec tout ce qu'il représente, qu'on disait tout, jouer du Rachmaninoff. Et c'est très dur, Rachmaninoff. Ça va très vite. Et il était dans son machin. Et c'était juste. Il était en train d'accorder, quoi. Et puis c'était l'échauffement. C'était genre, allez les gars, on y va vite fait. Ça devait Et être cool, c'était un instant, Magique. un petit instant fanboy, tu sais, où tu t'arrêtes, tu fais. Ah. Et puis tu oublies ce que tu devais faire. Et après, tu dis, ah merde. Japan Expo, c'est également la mise en avant d'artistes jeunes dans leur carrière. Ouais. Donc c'est un véritable tremplin de venir Japan C'est ça. Expo. On organise des tremplins, on en organise pour plein de sujets, hein, parce qu'il y en a pour les créateurs de contenu, il y en a pour la musique aussi, et c'est un moyen, on fait un focus spécial sur des groupes qui sont jeunes, souvent pas très connus, et on profite du tremplin pour dire allez découvrir, quoi. C'est à la découverte, et c'est un moyen de guider les gens vers ces groupes-là, et souvent c'est des petits groupes qui ont des particularités assez fun, et qui ont toujours cette énergie. Et ça permet, parce que parfois c'était difficile d'avoir certains groupes qui n'avaient pas assez de chansons, donc ils ne pouvaient pas faire un concert entier, des choses comme ça, et donc on les compose.
Voilà. Et du coup, on recomposait comme ça au travers des tremplins, et on recompose toujours, et ça permet de faire connaître des groupes qui méritent largement, hein, puisque on prépare l'avenir. Enfin, Jean-François disait les Yoshiki et les AKB48 de demain, ils sont sans doute passés par les tremplins de Japan Expo, n'est-ce pas, en toute humilité. On peut également parler de l'Euromusique, les groupes d'inspiration japonaise, on en a parlé un petit peu, je crois, au tout début de thème. Ça aussi, c'est quelque chose. Les gens comme Furio, là. Voilà, mais maintenant, on a qui font vraiment des productions originales avec Starry Sky, par exemple. C'est ça. Donc ça, on peut les retrouver à Japan Expo, c'est encore une fois assez fou. La diversité de ce qu'on peut retrouver en termes de musique, et encore une fois, la musique, c'est une des choses qu'on peut retrouver à Japan Expo. Il y a tellement d'autres thèmes à aborder, et c'est vraiment, comme je l'ai dit, ça pourrait être un festival juste musique, finalement. Ce qui a toujours été important pour nous, ce qui a été clé, c'est la diversité musicale. Ça veut dire qu'on toujours faire en sorte qu'il y ait de l'anisong, mais qu'il y ait du rock, qu'il y ait de la pop, qu'il y ait du rap, qu'il y ait de la musique électronique, de visu, hein, on en a beaucoup parlé, mais aussi des fusions, des travaux un petit peu sur le mélange entre la musique traditionnelle et le rock, la musique traditionnelle, la pop, l'électro et le rock, et ainsi de suite. Tout ça pour pouvoir montrer qu'au Japon, faut avoir en tête que le Japon, je pense que ça l'est toujours, le deuxième plus gros producteur de musique au monde, après les États-Unis. C'est juste que ça reste très domestique. Mais par contre, avec l'explosion de l'animé, il y a eu l'explosion des génériques de dessins animés, et donc de plus en plus de groupes qui commence à être reconnu, même si c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il pourrait. Et c'est important pour nous de montrer qu'il y a de tout au Japon et que vous pouvez tout retrouver, à part que la différence, c'est qu'au lieu de parler anglais ou français, ils parlent japonais, quoi. Et souvent, ils sont hyper forts dans ce qu'ils font. C'est quand même un truc... C'est clair. On va faire un petit récap des annonces qu'on a déjà faites dans les précédentes émissions avec tous les invités, déjà un petit peu musique, qu'on a pu annoncer précédemment, et après on avancera un petit peu parce que c'est vrai qu'on est un petit peu en retard là, il y a encore beaucoup de choses à aborder. Et je rappelle également qu'à la fin de l'émission, c'est important de rester jusqu'à la toute fin, on annoncera en exclusivité, j'ai envie de dire, l'invité d'honneur musique de cette année. Si on dépasse 200 viewers en fait. Faut partager le live alors. Faut partager le live, seulement c'est 200 viewers. Sinon, 179, bon ouais. On a un visuel, je crois, avec toutes les annonces. Donc on a déjà annoncé Battle Girls en Starry Sky dont on parlait. Et Shaodo, je pense qui est américain. Baton Girls, tu disais. Donc Baton Girls, Starry Sky, Shaodo. Donc Baton Girls, un groupe d'idoles japonais. Starry Sky, c'est les Français dont on parlait tout à l'heure. Shaodo, c'est un anglophone en tout cas, qui fait du rap inspiré par l'animé. Mion, qu'on a eu de découvrir sur Japan Expo Centre et Japan Expo Sud, et qui vient à Japan Expo à Paris. Musée, un groupe d'idoles très sympathique, elles ont beaucoup de caractère. UNPia, on a eu des grands débats sur comment ça devait se prononcer, on confirme que ça se dit UNPia. Et Wings of Artemis, qui est caché derrière moi pour le moment. Là, vous avez eu des mouvements de foule là quand vous avez annoncé Muse, c'est ça? C'est pas tout à fait ceux auxquels tu penses. Non, mais fallait pas le dire ça. Il y a Muse qui vient à la Japan Expo. Et qui chante tout en japonais. Et qui chante tout en japonais. On m'aurait dit quoi? Mais c'est pas japonais, c'est scandaleux. Bon, si jamais ils veulent venir à Japan Expo, Muse. Comme quoi, ça reste.